Nouvelle semaine d'informations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Plus d'une dizaine de corps sans vie, criblés de balles, ont été découverts ce lundi 18 mars de la commune de Pétionville, notamment à la rue Panaméricaine. Les circonstances entourant la mort de ces personnes ne sont pas encore élucidées. Les gangs continuent d'étendre leurs tentacules depuis le week-end dernier. Plusieurs zones ont été la cible d'attaques de bandits. Des maisons sont incendiées et plusieurs personnes ont été blessées par balles. Les quartiers de la Boule et de Thomassin ont été attaqués également par les criminels. Et puis en politique, 6 des 7 entités politiques impliquées dans les négociations avec la CARICOM ont soumis le nom de leurs représentants au Conseil présidentiel de transition, à l'exception de Petite Dessalines qui reste inflexible et refuse de désigner un membre au sein de cette structure. Bonsoir à tous, bienvenue au développement de Métro News. Comme annoncé dans les rues de Pétionville, une atmosphère de désolation régnait ce lundi, paralysant quasiment toutes les activités de la commune. Les portes des banques commerciales et des grands magasins sont restées fermées. Même le marché informel a fonctionné au ralenti. La journée a été marquée par la découverte de près d'une quinzaine de corps sans vie jonchant les rues, plongeant la communauté dans le choc et la confusion. Malgré cette scène macabre, la vie a persisté dans cette partie de la capitale où les forces de l'ordre n'ont pas encore fourni d'explications sur cette tragédie. Parallèlement, à la Boule 12, des bandits ont fait irruption dans plusieurs maisons, laissant derrière eux plusieurs blessés selon les témoignages qui ont été recueillis sur place. Cette violence supplémentaire vient s'ajouter à l'atmosphère déjà lourde de la journée. Une équipe de Métropole a sillonné plusieurs rues de la capitale, de la zone. Rodolphe Fierluy est sur le plateau pour plus de détails. Rodolphe Fierluy, bonsoir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir à toutes et à tous. Il faut dire que les tensions s'accentuent après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Ce lundi, des dizaines de corps sans vie ont été retrouvés à Pétionville. Justement, il faut dire que ce matin, quand on a appris la nouvelle, une équipe de Métropole s'est rapidement dépêchée pour se rendre à Pétionville. Et quand on est arrivé sur place, réellement, on a pu constater qu'il y avait plusieurs corps sans vie. Nous paraît à niveau en bas pompe nationale qui tout près rond-point Pétionville là, eh bien nous comptons environ 7 corps à niveau Pétionville qui éparpillés. Nous fait un cimetière là, nous passer bon nous essayons de passer dans la deuxième pompe nationale qui est bon ancien cimetière là. Là, nous arrivons bon l'église Don Bosco, bon tribunal là, tu gagnes l'autre corps toujours, mais nous-mêmes, nous comptons 7 corps sans vie par contre. Ma population, eux-mêmes qui témoignent de scène qui passait depuis dans la soirée vers 11h, côté que en pile expliquait que c'est plusieurs individus armés qui étaient à bord d'un pick-up, eux-mêmes qui paraît, qui dit que c'est motocyclette, qui paraît qu'ils l'ouvrent les âmes sur moun eux-mêmes qui étaient dans l'espace ça eh bien, il fait connaître que tu gagné plus corps toujours, il y a des gens qui disent non que sont quinzaine, il y a des gens qui disent non que sont vingtaine. Donc ce qui est certain c'est que en pile monde dit non que plusieurs corps qui étaient là déjà, ça fait que c'est 7 seulement de remarqué dans le dérivé, hein. C'est parce que il y a des gens qui reconnaissent des victimes. Donc le fait que eux-mêmes ils reconnaissent et que ils prennent engagement personnellement pour lever corps pour aller ensemble avec elle. Et tu gagné ambulance tout qui était présent dans le rivière dans la rue Panaméricaine dans les mêmes qui t'a déplacé plusieurs corps, tu gagné prend. Ils vont aller ensemble avec eux, ce qui rend que par rapport à différentes déclarations que nous joignons, qui dit que c'est plus qu'une quinzaine, c'est environ une vingtaine. Donc là, nous venons comprendre que vraiment, il y a plus de monde qui ont même perdu la vie dans le cadre de fusillade qui fait dans le niveau Pétionville. Ça a créé tout en situation panique dans Pétionville, parce que je dis là, son Pétionville qui est totalement paralysé, pas rien. Aucun business, aucun petit machin dans le marché public là que remarqué dans Pétionville, même petit machin qui compte dehors, qui a promené, yo même tout, yo pas dans la rue, donc son Pétionville côté activité, c'était totalement paralysé. Alors on dit non que selon témoignage, c'est un pick-up qui t'a passé, qui t'a l'ouvert les âmes sous
Mounsayo. Donc, est-ce que, et riverain qui était présent, qui était témoin de ça, est-ce qu'on peut arriver identifier, est-ce que c'était un pick-up qui pas identifié du tout, qui pas de plaque, ou bien est-ce qu'il y a lié l'ensemble avec la police? Est-ce que pas de détails sur le monde qui mourit qui est sur taillé? Est-ce que pas de détails comme ça, Rodolphe? En fait, monde qui parlait ensemble avec nous, fait nous connaît que dans l'ELTE, parce que c'était 11h du soir, yo même yo pas de temps pour yo te temps garder qui type de pick-up lié, qui plaque pick-up là s'il te gen plaque. Et yo même tout yo te immédiatement que yo tan des coups de feu ça yo parce que en pile nan yo te geta couché gen qui dit que c'est ça réveillé yo mais là yo tan des pile tiré ça yo cap fait dans périmètre là yo même tout yo te craponné yo pas de sorti dehors pour yo al regarder ça gagné. De toute évidence, gagner de monde nous parler ensemble avec eux qui ban nous des informations qui dit nous que monde ça yo qui victime c'est des monde qui a cherché la vie. Par exemple, gon dame, y aurait les Timamoun, son dame qui est très connue dans Pétionville, son monde qui a cherché la vie, les mêmes qui victime. Il y a plusieurs autres monde yo même qui connaît dans espace là de yo en bas pont-plan, yo même soit cap distraire, soit cap essayer ouais dans quel niveau yo capable écouler quelques produits yo gain qui poko vendre. Donc majorité témoignages que nous joignent de monde qui étaient dans zone là, yo fait nous connaître que c'est des monde qui a cherché la vie yo même qui victime de fusillade ça. Donc selon les témoignages, c'est des membres de la population civile. Exact. Pour nous dire également, à la boule 12, jeudi, lundi, c'était un lundi noir, en pile question à poser. Est-ce que la boule t'a venu en territoire perdu également? Depuis le matin, il était bloc 5h du matin, selon sa collaborateur, nous lui-même lui rapporté nous, tu gagné en pile tir dans la zone Thomasin pour arriver dans la zone La Boule 12 et le litapral fait 9h, 10h, il y a quelques gens même qui t'a essayé de prendre la rue, et bien situation elle devient compliquée parce que tu as en pile tir que ce soit du côté des agents de la PNH et des groupes armés même qui t'a opéré dans la zone. Il y a des gens qui sont blessés par balle, il y a plusieurs machines qui même mettaient du feu là-dedans, il y a plusieurs maisons privé que yo et rentrer là-dedans yo ça yo craser barrière yo ça yo rentrer là-dedans yo piller yo parmi lesquels gagné une banque commerciale qui c'est Capital Bank qui dans zone nan tout li même tout gagné et porte principale là yo défoncé donc gagné scène de pillage qui enregistré donc depuis le matin jusqu'à dans le noir parler là sont la boule 12 qui inaccessible parce que en pile monde yo même qui était en l'air yo essayer joindre l'autre zone pour yo ta passer pour y aller quand même arriver une activité bien que yo pas arrêté mais nous-mêmes le nous t'a essayé monter la boule 12 jodi là c'est un pile monde qui ouais nous cap monter qui dit nous casser tête tourner parce que situation elle est compliquée et c'est vrai c'est pendant que nous à descendre et puis il y a un collaborateur qui relève nous qui dit nous mais actuellement ça cap passer dans la boule 12. Mais selon un pile monde, qui ça qui t'a la cause toute la trouble ça aujourd'hui et au niveau de Pétionville? C'est une question qui a posé bien sûr qui en pile monde a dit tête yo qui ça a passé est-ce que gagné et yon monde lui-même personnellement qui est responsable ça a passé yo bon il est difficile pour nous répondre avec question ça parce que jusqu'à présent il y a de monde qui a posé question qui a dit que pourquoi gain détail pour connaître qui ça a passé réellement dans Pétionville par contre nous rappelez-nous que gagné des conférences de presse qui étaient bail, des déclarations qui étaient faites, nous pas dit que gagné un lien, mais tout le monde a tenu compte de contexte que nous y est journée aujourd'hui là, gain de déclaration, c'est apparemment selon des membres de la population, déclaration sérieuse, tu as suivi des faits. Par exemple, tu as gagné Moïse Jean-Charles qui bail une conférence de presse qui dit que dans jour cap venir là, nous prenons des hommes armés sous Delmar. On dit sur conférence de presse qui était bail semaine dernière. Exactement. Et dans la dernière conférence de presse que le bail là, lui est déclaré que membre population li invité à faire des ordres. Et puis de l'autre côté, gagné le militant politique lui-même qui les arabes qui t'a fait des déclarations tout bon côté pâle qui t'a estimé que Pétionville trop calme et gain en pile l'autre monde qui rappelait que t'es gagné alerte sous Pétionville depuis avant fusillade ça arrivé hier soir en pile mon a dit que t'es gagné alerte sous Pétionville. Donc c'est ça la situation malheureusement pour ce lundi
18 mars 2024. Merci infiniment, Rodolphe Pierre-Louis. Un plaisir. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis qui portait une vue globale sur la situation qui sévit dans la capitale ce lundi 18 mars 2024. Toujours concernant la crise qui sévit dans le pays depuis le week-end dernier, plusieurs zones ont été la cible d'attaques de bandits avec des maisons incendiées et plusieurs personnes blessées par balles. Les quartiers de Belleville, Bellevue, Vivi-Mitchell ont été particulièrement touchés par les violences des gangs qui continuent de s'étendre. Les commerces locaux ont également été pris pour cible par ces criminels, ajoutant ainsi une dimension économique aux actes de violence. La même situation a également prévalu dans les communes de Tabar et de Delma, où des bandits ont déclenché des fusillades. Le pays semble être encore loin de voir la lumière au bout du tunnel. Alors que les bandits imposent leur loi brutale à l'ensemble de la population de la région métropolitaine de Port-au-Prince, les politiciens peinent à trouver la formule adéquate pour mener la transition. Actuellement, 6 des 7 entités politiques impliquées dans les négociations avec la CARICOM ont soumis le nom de leurs représentants au Conseil présidentiel de transition, à l'exception de Petite Dessalines qui reste inflexible et refuse de participer. Toutefois, les membres de l'accord du 21 décembre ont finalement désigné le docteur Louis-Gérald Gilles comme leur représentant au Conseil présidentiel. Quant au secteur religieux, qui doit intégrer le Conseil sans droit de vote, la conférence des évêques d'Haïti a annoncé ce 18 mars qu'elle ne désignerait pas de représentants au sein de cette structure. Parallèlement, la crise sécuritaire atteint des sommets inquiétants. Va-t-elle s'aggraver encore davantage ? Est-ce que la force internationale représente notre seul espoir pour sortir Haïti de cette impasse ? La mise en place d'un collège présidentiel ne risque-t-elle pas d'ajouter une nouvelle crise à la crise ? Pour analyser la situation sociopolitique, nous accueillons Emmanuela Douillon, spécialiste en projets politiques et développement. Bonsoir Madame Emmanuela Douillon. Bonsoir Madame Batermi, bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes spécialiste en politique et en projets de développement et également experte en économie. Et nous sommes là pour commenter l'actualité. La première chose, le 11 mars dernier, le Premier ministre Ariel Henry a remis ses démissions. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, Madame Douillon? C'est définitivement pas une mauvaise nouvelle, mais j'hésite à dire que c'est une bonne nouvelle dans la mesure où le Premier ministre aurait dû démissionner il y a bien longtemps. Après plus de 2 ans, il n'a pas pu organiser les élections, il n'a pas pu garantir la sécurité, il n'a pas pu rétablir l'ordre. C'était un signe d'échec, c'était visible, c'était palpable, il n'a fait aucune raison pour lui de s'accrocher au pouvoir. Maintenant, on a perdu du temps, on a eu des pertes en vie humaine, le pays s'est effondré davantage dans la crise et on ne peut pas être satisfait, content. On peut juste se dire que c'est venu trop tard. Ça ne valait pas la peine que tout ça se passe en tout temps. Ce n'était pas nécessaire que la crise atteigne ce point face à son incapacité à résoudre la crise, à organiser des élections, à rétablir la sécurité. Il aurait dû démissionner il y a bien longtemps. Mais on va se dire que bon, il a finalement fait. Maintenant, essayons de voir comment on peut faire pour assurer qu'il y ait un gouvernement de transition, qu'on puisse rétablir la sécurité le plus vite que possible et organiser des élections libres et honnêtes. Nous allons en parler un petit peu plus tard lors de cette interview. Mais toujours concernant cette démission, est-ce que selon vous, ce n'est pas une forme de victoire aussi pour les gangs armés, puisqu'on sait qu'ils réclamaient eux également le départ du Premier ministre? Les gangs armés réclament tout et n'importe quoi en ce moment. C'est pas une surprise qu'ils aient aussi demandé la démission d'Ariel Henry. Maintenant, ils veulent avoir leur propre représentant au gouvernement. Mais ce n'est pas comme si c'est la démission d'Ariel Henry qui renforce les gangs. Mais non, ça fait plusieurs années qu'on observe comment ces gangs jouissent de l'impunité et de la solidarité et du support actif de membres de l'élite politique et économique haïtienne pour s'enrichir, renforcer leurs capacités, terroriser la population et maintenant essayer de
prendre le contrôle du pouvoir, carrément. Donc, ce n'est pas un simple détail comme la démission de M. Ariel Henry, qui déjà ne faisait rien pour combattre les gangs, qui va renforcer la capacité de ces gangs, leur donner plein pouvoir. Mais non, ça ne change pas, ça ne change pratiquement rien pour les gangs. Ils étaient déjà en plein contrôle de la moitié du territoire de l'Ouest, au moins de l'Ouest, ils contrôlent les Matissants, ou de Frères, etc. Maintenant, une démission d'Ariel Henry, ça ne change pas grand-chose pour les gangs. La démission d'Ariel Henry, ce que ça implique seulement, c'est que c'est une opportunité de s'assurer que de nouvelles têtes, qu'une nouvelle équipe prendra les rênes et s'assurera de restaurer la sécurité au plus vite. Justement, suite à cette démission, il y a la CARICOM et notamment des pays comme les États-Unis qui ont proposé la mise en place d'un conseil présidentiel. Est-ce que vous croyez que c'est la meilleure formule pour sortir de cette crise aujourd'hui? Je dois d'abord souligner que l'idée d'avoir un collège présidentiel était en circulation depuis plusieurs mois, bien avant qu'il y ait cette rencontre entre la CARICOM et les États-Unis. À un certain moment, on parlait de collège présidentiel à 5 têtes. Ça fait plusieurs mois que cette idée était sur la table. Ce n'est pas une idée de CARICOM, ce n'est pas une idée des États-Unis. C'est une idée haïtienne? Ont profité de la situation pour faire des impositions, comme le fait d'exiger que ceux qui prendront part à ce collège présidentiel acceptent de fait qu'il y ait une force multinationale. Ça, c'est leur ajout. Les acteurs avaient leur propre idée sur la question et tout le monde ne partageait pas la même idée. Mais après, voilà, on a désormais la proposition actuelle, c'est d'avoir un collège présidentiel de 7 membres, 2 observateurs. Moi, je pense que face aux difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs pour trouver une solution commune, comme maintenant on a pu réduire le nombre d'acteurs à travers les différents accords et on est arrivé à au moins 5 ou 7 catégories, 20 catégories. Donc, si chaque personne, si chaque représentant, représentant de ces accords, s'ils s'entendent pour envoyer un représentant à ce collège, évidemment, ce n'est pas la solution la plus simple, ce n'est pas la solution idéale, mais si c'est le seul moyen d'obtenir un consensus, je me dis que au moins c'est mieux que d'avoir une seule personne qui fait comme bon lui semble, qui n'a de compte à rendre à personne. En ce sens, c'est mieux. Mais maintenant, la grande question, c'est qui est-ce qui fera partie de ce collège présidentiel? Qui sont-ils? Est-ce que ce sont des citoyens honnêtes? Est-ce que ce sont des citoyens crédibles? Est-ce qu'on peut s'attendre à une rupture? Est-ce qu'on peut s'attendre à la mise en place de conditions pour des élections justes? Autant de questions qu'on se pose et j'espère qu'il y aura cet élan citoyen. J'espère que ces représentants d'accords, ces membres de partis politiques, ces membres d'organisations de la société civile feront ce sacrifice pour la patrie et on ne va pas se retrouver à accepter les ordres de chefs de gang qui essaient d'imposer leurs propres représentants, leurs propres leaders. Haïti ne peut pas se retrouver en 2024 à faire ce que des gangs exigent. On n'en est pas là. Alors, Madame Douillon, vous nous avez dit qu'il ne s'agit pas d'une idée de la CARICOM, ni même des États-Unis. Est-ce que la formation de collège présidentiel, ça revient, c'est une idée haïtienne? Ce que je viens de dire et ce qui se passe en réalité, c'est que depuis plusieurs mois, ça faisait le tour de la toile, les acteurs l'ont proposé, il y avait une idée qui est un collège présidentiel à 5 têtes. Maintenant, avec CARICOM et États-Unis, ils ont proposé un collège présidentiel avec 7 représentants, 2 observateurs. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas eux qui sont venus avec cette idée. Ce n'est pas une idée toute faite venue de CARICOM et des États-Unis. L'idée était déjà là. Ils ont modifié ça. Ils ont ajouté leur imposition, comme je l'ai mentionné, l'idée de la force multinationale. Mais les Haïtiens eux-mêmes, Montana et les autres, discutaient déjà de la composition de collège présidentiel avec 5 représentants. Et l'idée était aussi qu'Ariel Henry soit un des représentants au sein de ce collège présidentiel. Ça fait vraiment longtemps qu'ils en discutent, plusieurs mois.
Donc, ce n'est pas nouveau. D'accord. Alors, en réaction à tout ce qui se passe dans le pays, à la crise haïtienne, l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Haïti, entre 2012 et 2015, Madame Pamela White, lors d'une interview accordée le week-end écoulé à Live Now from Fox, a souligné que l'ancien sénateur Guy Philippe et même le porte-parole du regroupement Vivre Ensemble pourraient ouvrir de nouvelles voies pour gérer la situation. C'est un avis que vous partagez, Madame Doyon? À cela, j'ai deux réactions. La première, Mme White était ambassadrice en Haïti. Jusqu'à présent, j'ai aucune information sur des réalisations concrètes de son passage en Haïti. J'entends des choses. Je vois la réalité sur le terrain, comment ça s'est détérioré. Je vois comment les gens qu'elle supportait, les acteurs politiques haïtiens avec qui elle avait de très bonnes relations, je vois comment ces acteurs-là sont maintenant sanctionnés pour corruption, détournement de fonds, collusion avec des gangs. Ça, je le vois. Ce qu'elle a fait de positif, ce qu'elle a fait pour aider Haïti, non, j'ai encore rien vu jusqu'à présent. Maintenant, elle propose que quelqu'un qui revient tout juste de la prison aux États-Unis fasse partie de la solution. En ce moment, je suis déplacée aux États-Unis. C'est là que je vis en ce moment. J'ose même pas imaginer que Mme White irait à la télévision aux États-Unis pour dire que l'on devrait aller à la prison, libérer quelques gens qui sont là pour détournement de fonds, pour trafic de drogue, pour autre chose, pour leur mettre dans des positions à la Maison-Blanche pour résoudre les problèmes des Américains. Elle n'oserait pas. Je doute fort qu'elle oserait le faire. Je doute fort qu'elle oserait même prononcer ses propos à la télévision pour parler de solutions aux problèmes des États-Unis. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle se sent confortable pour le dire en parlant d'Haïti? Je ne sais pas. Mais je sais que quelqu'un qui a été en Haïti, qui n'a rien fait pour Haïti, est très mal placé pour promouvoir des solutions pour Haïti. En plus, on parle d'Haïti, on parle d'un pays qui fait face à une crise de sécurité. Mais les solutions sont là. Les institutions, c'est vrai que certaines sont délabrées, mais on sait comment on résout une crise de sécurité ailleurs. Pourquoi est-ce que dans le cas d'Haïti, on doit sortir des sentiers battus, on doit aller chercher des gens au passé douteux, des gens qui ont des casiers, des dossiers en cours, des gens qui seront peut-être poursuivis par la justice prochainement pour les mettre au devant de la scène et leur demander de résoudre nos problèmes de sécurité. Donc, c'est la suite de ce que faisait BINU en disant que la formation de la coalition des gangs était une bonne idée. C'est justement ces efforts qui ne veulent que nous empêtrer dans la crise pour qu'après, ils aillent dire que les Haïtiens ne s'entendent pas, les Haïtiens sont incapables de résoudre leurs propres problèmes, alors qu'à la base, ils nous soumettent des idées farfelues et ils s'attendent à ce que nous les acceptions. Mais non, Mme White est très mal placée pour se prononcer sur la situation. Je ne connais aucun pays au monde où ce serait vu comme une idée géniale. Et on a un problème de sécurité grave qui est dû à l'impunité, au support inconditionnel que certains policiers et acteurs économiques accordent aux gangs. Des pays étrangers comme les États-Unis, le Canada ont commencé à sanctionner certains acteurs haïtiens. En Haïti, rien n'a été fait. On n'a encore jamais commencé à laisser cette situation. Est-ce qu'on a déjà essayé d'arrêter des gangs? Non. Est-ce qu'on a déjà essayé d'équiper la police? Non. Est-ce qu'on donne des garanties aux policiers que leur famille ne vont pas mourir de faim s'ils meurent? Non. Est-ce qu'il y a des programmes de protection pour les policiers? Non. Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour essayer d'adresser cette crise concrètement? Pas grand-chose, presque rien. Donc, on doit déjà commencer par se dire qu'on va essayer de penser que Haïti, c'est un pays, essayer d'appliquer ce qui s'applique ailleurs, essayer d'appliquer ce qui doit être appliqué, essayer de responsabiliser les acteurs. Et là, ensuite, on verra si on a besoin d'aide. Et je doute fort que cette aide viendrait de Pamela White. Elle a déjà eu le temps, l'opportunité de servir en Haïti. Elle n'a rien fait. Elle est très mal placée pour aujourd'hui
venir nous donner des idées aussi farfelues. Parlant de la sécurité, comme dernière question, parce que nous devrions mettre fin à cette interview, selon la résolution 2699 et notamment la demande du Premier ministre Ariel Henry, donc on veut qu'une force internationale soit venue en Haïti pour aider à résoudre le problème de l'insécurité. Vous êtes pour ou contre cette mission multinationale, Madame Deyon, pour finir? Haïti a connu plusieurs missions internationales, plusieurs missions de stabilisation, plusieurs missions de paix. La dernière, la mission avec MINUSTAH, a duré plusieurs années, a coûté plusieurs milliards de dollars. Quel était le résultat? Quel est le résultat? En moins de 5 ans après le départ de MINUSTAH, nous nous retrouvons dans la pire crise sécuritaire que le pays ait connue. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que face à nos problèmes internes, face à nos problèmes, il faut d'abord regarder ce que nous avons chez nous pour résoudre ces problèmes. Maintenant, est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'aide? C'est pas ce que je dis. Bien sûr qu'on aura besoin d'aide. Bien sûr qu'on est un petit pays en termes d'espace géographique. Bien sûr qu'il nous manque des ressources. Bien sûr qu'il nous manque certaines expertises. On en a besoin. Mais on n'a pas besoin que des acteurs s'assoient ensemble, dépensent de l'argent au nom d'Haïti pour rien. Jusqu'à présent, personne ne nous a dit, face à cette crise, voici ce qu'il nous faut, voici ce que nous avons, voici ce qu'il nous manque. Rien. Seulement des gens se sont dit, il y a une crise, nous n'avons rien fait, nous ne voulons rien faire, appelons à l'aide. Ça ne se passe pas ainsi. Moi, je pense que on doit d'abord nous dire que face à cette crise, voici l'effectif des gangs, voici leur capacité, voici ce que nous avons nous-mêmes. Il nous faut tant d'argent pour faire ceci, pour faire cela. Et là, il y aura un débat constructif. Moi, je suis contre l'idée qu'on appelle à l'aide sans plan et que ceux qui veulent nous aider fassent la même chose, parce que l'idée d'envoyer 1000 policiers de Kenya en Haïti pour résoudre cette crise, elle est absurde. Que peuvent faire 1000 policiers? Sinon, essayons de voir comment trouver 1000 policiers ici, renforçons leur capacité. Pourquoi donner plusieurs millions de dollars à des policiers étrangers alors que nos policiers perçoivent un salaire de misère, n'ont pas d'équipement, n'ont pas d'armes, n'ont pas de munitions? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer à faire en sorte que l'on ne renforce pas les capacités de la police? On appelle à l'aide. On vient ici avec des gens qui gaspillent des milliards de dollars, et après ces gens partent, nous laissons avec une police affaiblie, et 2 ans après, on se retrouve dans la même situation. Et ceux qui financent les gangs, et ceux qui les protègent, est-ce que les soldats vont les arrêter aussi? Non. La solution, ce n'est pas seulement d'avoir des soldats, il faut aussi que ceux qui sont les cerveaux, ceux qui financent les gangs, paient pour ce qu'ils font. Donc, d'une part, vous avez ceux-là qui sont sanctionnés ailleurs, mais qui n'ont aucun problème en Haïti. Les gangs ne fonctionnent pas tout seuls. Donc, pour résoudre le problème, si des soldats viennent et tuent 1000 gangs, 1000 membres de gangs armés, ça prendra moins de 2 ans pour ceux qui veulent avoir des gangs pour recruter 1000 autres membres. Ça ne résout pas le problème. Tant qu'il n'y ait pas de justice en Haïti, tant qu'on n'essaie pas aussi de s'attaquer à ceux qui financent ces opérations, à ceux qui jouissent du support des gangs, à ceux qui font en sorte que ces gens ne vont pas en prison. Et ces gens-là, on en fait quoi? Est-ce que les soldats de la force multinationale vont faire ça? Non. Donc, on ne peut pas faire l'économie de renforcer la justice. On ne peut pas se dire qu'on va mettre la police dans ce coin, qu'on va rien accorder à la police, qu'on va même pas entraîner ces gens et se dire que des soldats étrangers viendront nous sauver. Ça fait plus d'1 an que les représentants d'Haïti ont été demandés cette assistance devant les Nations Unies. Le monde est très agité. Il y a une guerre entre Israël et Palestine. Il y a une guerre. Israël attaque Palestine. Il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il se passe plein de choses un peu partout à travers le monde. Et nous pensons que nous sommes la priorité du reste du monde. Donc c'est à nous d'abord. Nous ne sommes pas. C'est à nous de nous activer, à nous d'essayer de demander exactement ce que nous voulons
et de faire en sorte qu'on ne vienne pas gaspiller des millions sous prétexte de vouloir nous aider. Il nous faut un plan concret, il nous faut de l'aide, mais pas n'importe quelle aide, pas n'importe quelle force, pas n'importe quelle opération, parce qu'après, il reste encore des Haïtiens dans ce pays. Il ne faut pas que des gens viennent violer nos droits sans qu'on ait des moyens de recours. Il ne faut pas que des gens viennent gaspiller des milliards de dollars sous prétexte de nous aider, et après, tout le monde se dit, on est fatigué des Haïtiens, les Haïtiens n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes. Donc, c'est à nous, grave, Haïtiens. La situation est grave. Nous avons besoin de toutes les ressources nécessaires pour nous attaquer à ce problème, mais nous devons aussi garder le calme et agir avec intelligence pour éviter plus de gaspillage et éviter plus de pertes en vie humaine, plus de violations de droits humains. Donc, Madame Douillon, c'est à nous, Haïtiens, de faire le premier pas. Merci infiniment à vous de votre disponibilité. Voilà, c'était avec nous Madame Emmanuela Douillon. Elle est spécialiste en politique et en projet de développement, également experte en économie. Elle était notre invitée pour commenter l'actualité de ce lundi 18 mars 2024. Merci de votre fidélité à Télémétropole. La suite des informations. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis dit souhaiter que les autorités haïtiennes prennent leur distance vis-à-vis des États-Unis et qu'Haïti se tourne vers des pays qui puissent l'aider réellement sur le plan sécuritaire, comme le Salvador. Il juge également inacceptable que des survols de la capitale soient effectués sans que les autorités haïtiennes en soient informées. Pierre-Antoine, lui. Malgré tout ça, là, Haïti, son pays souverain, c'est l'irresponsabilité des dirigeants haïtiens. Excusez-moi, regardez. Si Premier ministre Haïti, Premier ministre démissionnaire, regardez, si nous demandons le chancelier Généus pour aller à San Salvador, la capitale d'El Salvador, pas rien qu'à priver nous. Même quand les Américains t'a parlé en pile, pas occupé, bon, expliquez-nous. Oui, mais Corb, là, il a dit, non, faut que Corb, attends, un petit moment. Parce que Haïti a souffert. Regardez, imaginons où Biden aujourd'hui, parce que Haïti, ouais, fait ton Kenyan, son bagage ridicule lié, son non-sens. Haïti décidé, la mener en diplomatie pour chercher assistance ailleurs. Parce que, regardez, n'en déplaise à mes frères et sœurs nationalistes, moi aussi nationaliste que l'haïtien le plus ou l'haïtienne la plus nationaliste. C'est avec un cœur cap déchiré que m'a demandé pour la communauté internationale vienne secourir pays qui a 220 ans d'existence. Cependant, moi je suis irresponsable pour me pas dire, je dis, si les Américains ont fait des remontrances par rapport à une démarche Haïti a fait pour chercher assistance côté le cas Haïti pour dénoncer ça dans les plus hautes instances. Nous avons fait ça. Nous ne sommes pas des vassals, des sujets des États-Unis. Pas de gouvernorat général ici. Nous avons pour responsabilité. Ce serait même un crime de haute trahison que nous ne pas voyer, même demander le représentant permanent d'Haïti aux Nations Unies pour parler avec son homologue salvadoréen. Alors que nous sommes supposés vraiment voyer le ministre des Affaires étrangères à San Salvador pour nous voir qui ça a fait. Et puis, je dis ceci. Résolution 2699, là, le président Bukele, peut-être qu'il a parlé à chaud, il peut faire analyse là. Mais 2699 là dit un pays doit prendre le commandement. Mais elle dit l'autre pays qui a contribué. Même si El Salvador n'a pas pris un commandement, il a contribué. D'ailleurs, il a un intérêt Kenya, parce que ouais, nous ne pouvons pas sortir dans le Kenya ça, malgré ça nous voulait. Parce que le prestige des États-Unis, le prestige Kenya la donne. Ouais, c'est bien dommage. Les États-Unis n'ont pas dit qu'il y a Kenya à 200 millions. Il a débloqué pour la force multinationale. Merci. Il a mis dans le panier de fonds. Oui. Maintenant, attendez, oui, Bukele dit qu'il veut aider Haïti. Quoi me souffle? Moi, je pense que l'ancien collègue dans le département d'État, les regardez où Jean Haïti a souffert la journée et puis a regardé les tergiversations kenyanes qui en passant probablement à bail secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Anthony Blinken Zegre. Non, Anthony Blinken Zegre. Monsieur suspecte Anthony Blinken en passant qui sont juifs, qui connaissent souffrance, parce que le peuple monsieur a souffert en pile. Ouais, pendant les États-Unis, vous voyez 103 fois cargaison d'armes en Israël. Monsieur connaît qui Jean peuple a souffert.
Je connais Blinken a souffert pour Haïti. Je connais Blinken vexé, ça qu'il a fait. Mais diplomatiquement, l'obligé de jouer là. Parce que prestige de pays, regardez, ouais, si les États-Unis n'ont pas fait ça, son problème. Même je connais que Blinken, tellement t'a aimé, mission a un succès. Si El Salvador voulait bailler assistance et El Salvador a une expérience en la matière, il faut que les peuple haïtien comprenne que était 2-3 personnes dans le pays. C'est ça qui fait le nécessaire que aujourd'hui nous lever tout complexe, toute petitesse que nous gagnons. Aujourd'hui, la nation est en péril. Il faut que nous ayons courage pour nous dire peuple là, aujourd'hui, il faut que l'obéissance ça fini. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui ont été développés ce lundi. Plus d'une dizaine de corps sans vie, criblés de balles, ont été découverts ce lundi 18 mars de la commune de Pétionville, notamment à la rue panaméricaine. Les circonstances entourant la mort de ces personnes ne sont pas encore élucidées. Les gangs continuent d'étendre leurs tentacules. Depuis le week-end dernier, plusieurs zones ont été la cible d'attaques de bandits. Des maisons sont incendiées et plusieurs personnes ont été blessées par balles. Les quartiers de La Boule et de Thomassin ont été également attaqués par les criminels. Et puis en politique, 6 des 7 entités politiques impliquées dans les négociations avec la CARICOM ont soumis le nom de leurs représentants au Conseil présidentiel de transition, à l'exception de Petite Dessalines qui reste inflexible et refuse de désigner un membre au sein de cette structure. Ainsi s'achève la première édition de Métro News pour cette semaine. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. D'ores et déjà, excellente semaine d'informations sur Métropole. Bonsoir.